Bonjour à tous, bienvenue dans ce talk où on va parler de comment modéliser votre domaine métier avec les types. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, on va définir un peu ces deux termes, le domaine métier et les types, en commençant par les types. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut me donner sa définition d'un type? Allez-y. Pas de courageux? Allez, un petit courageux? Bon, c'est pas grave, on va aller sur ma définition. Et avant ça, on va voir quelques exemples. Quand on a une variable, et donc une variable, ça peut prendre n'importe quelle valeur possible. Quand on va lui donner un type booléen, ce qu'on va dire, c'est que cette variable, elle peut valoir true ou false. Parce que là, c'est très basique. Si au contraire, on dit que cette variable, c'est un nombre, ce qu'on dit, c'est qu'elle peut prendre n'importe quelle valeur numérique. Donc 1, 2, 12347, un nombre à virgule, ou on est en JavaScript et TypeScript, donc il y a des trucs sympas comme infinity, ou not a number, none, qui est un number, bizarrement. Et si je dis que c'est une chaîne de caractères, là par contre, on a encore plus de valeurs possibles, toutes des valeurs de chaîne de caractères. Donc une chaîne vide, un smiley, Jack Summercamp, ou ce super langage front-end que je vous conseille d'essayer ce week-end. En fait, ce que je dis, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ma variable qui n'était pas typée, qui pouvait avoir n'importe quelle valeur possible, j'ai réduit les valeurs qu'elle pouvait prendre. J'ai indiqué quelle valeur elle pouvait prendre. Et pour moi, c'est ça un type. C'est un ensemble de valeurs possibles. C'est une étiquette qui représente un ensemble de valeurs possibles pour votre variable. Passons au domaine avant ça. Donc quand je dis qu'une variable est un booléen, en fait, ce que je dis, c'est qu'elle peut prendre deux valeurs différentes. Quand je dis que c'est un nombre, elle peut prendre une infinité de valeurs, alors limitée à la taille en mémoire, mais une infinité de valeurs différentes. Quand je dis que c'est une chaîne de caractères, c'est un infini un peu plus grand. Je suis très bon en maths, comme vous le verrez. Et donc, le nombre de valeurs d'un type, on peut appeler ça la cardinalité. La cardinalité d'un booléen, c'est 2. La cardinalité d'un nombre, c'est l'infini. La cardinalité d'une chaîne de caractères, c'est un infini plus grand. Qu'est-ce que le domaine métier maintenant? Le domaine métier, si on prend une définition un peu rigide, c'est l'ensemble des connaissances, règles, processus et concepts spécifiques liés à l'activité de votre boîte, de votre application. Voilà, et pour un exemple un peu plus concret et une petite page de pub, moi je travaille chez Najar. Et chez Najar, notre domaine métier, c'est la gestion des processus d'achat dans votre entreprise. En gros, on développe une plateforme qui gère les demandes d'achat. Donc si n'importe qui a besoin, par exemple, d'un casque de chantier ou d'AWS ou d'un logiciel RH, il va pouvoir faire une demande d'achat. Derrière, il va y avoir tout un workflow d'approbation, que ce soit sécurité, compliance, budget, etc. Et une fois que c'est validé, on peut acheter le casque de chantier ou l'instance AWS qu'il vous faut. Et la grosse valeur ajoutée, c'est qu'en plus, nous, comme on connaît un peu les prix que les logiciels SaaS sont censés coûter, on est capable de négocier de façon assez agressive pour faire descendre les prix. Donc, notre domaine métier, c'est la gestion des processus d'achat au sein de votre entreprise. Pour ça, on a quelques objets importants dans notre domaine métier. On a la demande d'achat qui va représenter un client qui veut acheter quelque chose. Cette demande d'achat, elle va contenir des produits. Ça va être des objets physiques comme les cases de chantier, ou ça va être des logiciels SaaS, ou absolument tout et n'importe quoi. On va avoir des négociations qui sont en fait les remises qu'on va réussir à obtenir. On verra tout à l'heure qu'on a soit des remises en pourcentage, soit des remises en valeur fixe. Et on a un client. Si on regarde dans notre code, donc notre objet demande d'achat, elle a une liste d'items qui sont des produits avec potentiellement des négociations rattachées, un customer, un statut, pour dire est-ce qu'elle est en draft, est-ce qu'elle a été envoyée, est-ce qu'elle a été validée, et une date de validation si jamais la purchase request a été validée. On a notre produit qui a donc un ID, un nom, un type, donc c'est soit un produit SaaS, soit un produit physique, un prix unitaire et des détails, et là on a un truc que je déteste voir, c'est un ENI. On a été un peu obligé parce que suivant si c'est un produit physique ou un produit SaaS, on n'a pas exactement les mêmes détails, du coup on a mis un ENI. Notre négociation, donc comme je l'ai dit, là on l'a simplifié un petit peu, c'est juste une réduction qu'on va avoir sur notre produit, soit en valeur, en pourcentage, donc ça sera de type pourcentage, soit en valeur fixe, et donc la valeur en dessous. Et on a notre client, on a dit un email et une adresse, tout en string. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Ouais, je vais peut-être me rapprocher. Hop. Alors, si on va dans le code, avant d'aller dans le code, en fait, ce domaine métier, moi, il me plaît bien parce que les 4 objets dont je vous parlais, qui sont importants pour mon domaine métier,
ils sont présents dans le code. Donc déjà, on a un peu notre métier dans le code, ce qui est plutôt cool. Il y a plein de choses qui ne me vont pas, notamment ce NI, et puis d'autres trucs qu'on va voir un peu petit à petit. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir dans le code. On va commencer avec notre objet négociation. Est-ce que tout le monde voit au fond? Oui, c'est bon. Parfait. Alors, cet objet négociation, on a un type qui est une string et une valeur qui est un nombre. Et première chose qui, moi, me choque, c'est que les négociations, on a dit qu'il y avait deux types de négociations possibles. Négociation en pourcentage ou en prix fixe. Donc, en fait, la cardinalité d'un point de vue de métier, elle est de 2. On a deux types de négociations possibles. Et dans mon code, j'ai utilisé une chaîne de caractères qui représente une infinité de valeurs possibles. Donc, en fait, ça veut dire qu'on a une infinité moins 2 valeurs qui n'ont aucun sens pour mon application. Alors que ce qu'on voudrait, idéalement, c'est que la cardinalité de notre modélisation soit la même que la cardinalité métier, pour qu'on ne puisse pas représenter d'état impossible. Ça, en TypeScript, c'est plutôt simple. On peut faire une union ici pour dire que c'est soit quelque chose en pourcentage, soit quelque chose en valeur fixe. Et il y a quelque chose qui s'est passé aussi en faisant ça. C'est qu'avant, on avait une chaîne de caractères. Hop, je vais repasser. Hop. Ici, on avait une chaîne de caractères. Donc, en fait, en regardant cet objet, on n'avait pas vraiment d'indication sur les types des négociations qu'on avait. Maintenant, elles sont explicites. Et avant, même en regardant le code, là, on a une fonction qui permet d'appliquer la réduction. Même en regardant le code, on savait qu'il y avait potentiellement un type pourcentage, mais on ne savait pas quels étaient les autres types. Ce qui était un peu dommage. Maintenant, on a la connaissance métier qui est vraiment dans notre type. On a les règles métiers dans le type. Il y a autre chose qui ne me plaît pas trop. La façon dont est fait le code ici. Si je rajoute un jour, par exemple, on est tellement bon en négociation qu'on arrive à avoir les trucs gratuits, une nouvelle négociation, là, il n'y a rien dans mon code qui me dit que j'ai une erreur. Et pourtant, cette fonction, elle n'est plus du tout valable, parce qu'elle ne gère pas le cas où l'objet est gratuit. Pour ça, on aurait pu un peu mieux architecturer notre code, et au lieu de faire un if ici avec une valeur par défaut sinon, on aurait pu faire alors, soit un if-else, mais moi, ce que j'aime bien, c'est mettre des switches, et ici, faire un switch à la place. Hop. Et ce qu'on voit directement, c'est que notre fonction, cette fois, elle a une erreur. Parce qu'elle est censée retourner un nombre, et là, il y a un cas qu'on n'a pas géré, la nouvelle valeur, et du coup, on ne retourne pas de nombre, on retourne undefined, et il nous dit qu'il y a une erreur. Et là, du coup, il va nous forcer, dès qu'on rajoute, à gérer ce nouveau cas. Donc, vous voyez, même juste en faisant des petites modifications dans le code, on a un truc qui est future-proof. C'est-à-dire que le jour où vous allez rajouter des types de négociations, vous allez avoir TypeScript qui va vous dire directement il faut que tu gères ça dans ton code. Là, c'est plutôt facile parce qu'on est sur un cas où on retourne une valeur. Donc, le retour de la fonction nous servait à vérifier qu'on retournait bien quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe si vous êtes sur un... Par exemple, ici, vous avez juste un truc qui fait un console log. Là, vous n'aurez pas d'erreur parce que vous ne retournez rien, il n'y a pas de valeur à retourner. Dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle un exhaustive guard ou check, ça dépend comment vous voulez l'appeler. Et pour faire ça, on va mettre un cas par défaut, ici. Et ce cas par défaut, ce qu'on va faire, c'est juste loguer une erreur en disant on n'a pas géré ce truc-là. Jusque-là, rien de compliqué. Ce cas-là, on n'est pas censé l'atteindre, puisqu'on est censé gérer tout avant. Donc ce qu'on va dire, c'est que ce type-là, il est censé correspondre à never. Et qu'est-ce que c'est never? C'est un type qui a une cardinalité de 0 en TypeScript. C'est un type un peu spécial. Et qu'est-ce que ça veut dire une cardinalité de 0? Ça veut dire que c'est un type qui représente 0 valeur possible. En fait, c'est un type que vous ne pourrez jamais rencontrer dans votre application. Never, c'est l'impossibilité. Donc là, ce que vous dites, en disant que c'est censé satisfaire never, c'est qu'en fait, on n'est jamais censé arriver dans ce cas-là. Et là, TypeScript vous dit, il y a un problème parce qu'en fait, ici, le type, il vaut gratuit. Parce qu'on n'a pas géré ce cas. Et dès le moment où on va gérer ce cas, vous allez voir que TypeScript il est content parce qu'effectivement, on ne peut plus se retrouver dans ce cas de default. Donc voilà comment vous pouvez mettre des petits trucs dans votre code pour que TypeScript vous rappelle de faire des modifs en cas de changement. Ok, donc on est pas mal. Donc rappelez-vous, on est parti d'une chaîne de caractères ici qui avait vraiment une cardinalité beaucoup trop grande à une cardinalité qui correspond vraiment à notre métier avec un union. Et ça s'appelle la primitive obsession, le fait de surutiliser les types primitifs, que ce soit les tableaux, que ce soit les chaînes de caractères, les booléens, les nombres,
Ça s'appelle la primitive obsession et on va essayer de l'éviter parce que ces types-là, ils n'ont aucune valeur métier, ils ne représentent pas grand-chose et surtout, ils font très vite tendre les cardinalités vers l'infini. Ici, on a utilisé un union pour avoir une cardinalité de 2. Mais ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est utiliser un booléen. Alors pourquoi on ne l'a pas fait? Tout simplement parce que, encore une fois, on perd de la connaissance métier. Ici, on sait que c'est potentiellement un pourcentage, mais on ne sait pas quel est l'autre cas. Et le jour où on veut l'étendre avec une troisième valeur, c'est plus compliqué. Ok, passons à notre customer. Peut-être qu'ici aussi, on peut avoir un peu de primitive obsession. Donc, on a notre type customer qui a un ID, un email qui est une chaîne de caractères et une adresse qui est une chaîne de caractères. Et en dessous, on a une petite fonction qui... Alors, pour vous expliquer ce qu'elle fait, c'est une fois qu'on valide la demande d'achat, on va envoyer une notification au client pour lui dire ta demande d'achat a été validée. Et première chose qu'on fait dans cette fonction, on va vérifier que l'email est valide, parce qu'on ne veut pas surcharger le serveur d'email. Donc si notre email est invalide, on n'a pas vraiment envie d'envoyer un email dans le vide. On fait d'autres opérations qu'on verra tout à l'heure. Et après, on envoie l'email. Et moi, ce qui me choque, c'est un peu qu'on ait besoin de vérifier l'email, parce que si on prend un peu de recul, on a un client qui est venu sur l'application, qui a rempli une demande d'achat, qui l'a envoyée. Cette demande d'achat a été validée par plusieurs services. Elle a été validée une dernière fois, et là, on envoie un email. Est-ce qu'on n'est pas un peu loin dans le processus pour vérifier l'email? Est-ce qu'on n'est pas censé avoir un email valide à ce moment-là? Et là, peut-être qu'on l'a vérifié avant, mais en fait, comme on a juste une chaîne de caractères, on n'a aucun moyen de le savoir, à moins d'aller voir le code et de s'assurer que partout où on peut saisir un email, on l'a validé. Alors, comment faire ça? Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir, dans le système de type, dire moi, je veux un email valide. Et pour ça, au niveau du système de type, on est un peu limité, on pourrait faire des choses. On verra d'autres astuces tout à l'heure. Mais le plus simple, en fait, c'est d'utiliser un truc qui est vieux comme le monde, qui est l'encapsulation. On va créer une classe email, qui est un value object, ce qu'on va appeler un value object, avec un constructeur, tout simplement. Hop. Et ici, plutôt que de prendre une chaîne de caractères, on va juste prendre un email. C'est tout simple. Mais la vraie différence, c'est que cette vérification, on va la faire à l'instanciation de l'objet. Ce qui veut dire que partout où vous allez créer une valeur de type email, vous allez avoir cette vérification qui va être faite. Ce qui veut dire que dès que vous recevez une valeur de type email, vous pouvez être sûr qu'on est passé par le constructeur, qu'on a validé l'email et que donc cet email est valide. Sinon, on aurait une exception. Et donc ici, on n'a plus besoin de vérifier l'email, parce que comme on a quelque chose de type email, on sait que cet email a été validé. Et a été validé le plus tôt possible au moment où on pouvait corriger l'erreur. Donc ça s'appelle l'encapsulation. On utilise des value objects pour mettre des règles métiers qui ne sont pas facilement exprimables avec le système de type, mais par contre, on va faire en sorte d'encapsuler ça dans un value object. Ok, passons au produit. Alors, notre produit, c'est un ID, un nom, un type. Encore une fois, un type, c'est une string, mais là, ça représente deux produits possibles, deux types de produits, les produits SaaS ou les produits physiques. Premier réflexe, c'est qu'on va l'expliciter. Directement, on voit qu'en plus, on avait fait une typo, donc c'est plutôt cool, ça nous permet d'éviter les erreurs. Et donc, ce produit, on a mis ce code en prod. Donc là, on a deux fonctions qui permettent de créer un produit SaaS et un produit physique. On a mis ce code en prod et on s'est rendu compte qu'il y avait un problème assez rapidement. Il y a un client qui est revenu vers nous qui nous a dit c'est bizarre, quand j'essaye de commander 2 fois des casques de chantier, j'ai une erreur, l'appli elle plante. On a regardé le code et effectivement l'erreur était assez bête. Ici, vous voyez, on crée un produit physique et on reçoit un item ID qui est la référence du produit qu'on veut commander et on le met dans les détails. Jusque-là, tout va bien. Le seul problème, c'est qu'on l'utilise aussi en ID du produit, ce qui n'est pas ce qui était attendu. En fait, ici, on s'attend à générer un ID unique pour le produit. Et du coup, en utilisant toujours le même ID, on s'est retrouvé avec des problèmes de contraintes d'intégrité dans la base de données. Et ça marche parce que l'item ID, c'est une chaîne de caractères. Et notre ID produit, c'est une chaîne de caractères. Ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est dire mon produit, c'est une chaîne de caractères un peu spéciale. Donc on va créer un type, on va le mettre là et on va se dire c'est bon, le problème est réglé.
Sauf que TypeScript, il type structurellement, c'est-à-dire que pour lui, on a beau avoir donné un nom à ce type, ça reste toujours une chaîne de caractères. Donc là, il est content. On lui donne une chaîne de caractères. Et nous, on a envie de garder cette chaîne de caractères, parce que c'est quand même assez pratique de pouvoir l'afficher, de pouvoir la comparer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à TypeScript, c'est une chaîne de caractères, mais elle a un petit truc spécial. C'est une chaîne de caractères, mais en plus, elle a une petite propriété qu'on va appeler brand un peu par convention, et qui contient la product ID, pour dire que c'est un product ID. C'est ce qu'on appelle un branded type. On lui dit c'est une chaîne de caractères avec un petit truc en plus. Et du coup, là, la chaîne de caractères toute simple, il ne l'accepte pas. Il n'est pas content. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de générer un ID. Donc on va se créer une petite méthode, generate product ID. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer un UID, donc j'ai une petite lib qui le fait. Donc une chaîne de caractères aléatoire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, prends cette chaîne de caractères et crois-moi, fais-moi confiance, c'est un product ID. On pourrait aussi rajouter la petite propriété qu'on a déclarée, la propriété brand, mais ça ne nous sert à rien au runtime. Donc on va juste lui dire, fais-moi confiance, elle est là. Et du coup, ici, on va pouvoir générer un nouveau product ID. L'idée, c'est pas de le faire juste pour les produits, mais pour toutes vos chaînes de caractères. Tous vos ID, par exemple. Ici, je vais en créer un pour les SAS ID. Hop. Et un autre pour les product ID. Et du coup, je peux typer mes SAS ID et mes product ID. C'est item ID d'ailleurs. Hop. Voilà, en fait, vous allez pouvoir distinguer au type check des valeurs qui sont toujours des chaînes de caractères, mais du coup, ça va faire des types un peu particuliers. Alors, jusque-là, c'est plutôt pas mal. Il y a toujours ce details any qui, moi, vraiment m'embête. Et on va essayer de régler ça. Excusez-moi. Alors, ici, on l'a fait, rappelez-vous, parce que suivant le type de produit, on a des détails qui sont un peu différents. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire l'union juste ici, entre les deux valeurs, on va le faire au niveau de l'objet en entier. Et on va dire c'est soit quelque chose de type SAS, soit quelque chose de type physique. C'est ce qu'on appelle une discriminated union. Parce qu'en fonction du discriminant, c'est-à-dire ce champ-là, on va savoir ce qu'il y a dans le reste de l'objet. Et on va pouvoir faire varier ça. Du coup, ici, on est capable de dire que quand c'est un SAS, on a un SAS ID, on a une date de fin de souscription, qui est une date time, et on a le billing quarter, le trimestre de facturation, qui est une chaîne de caractères. Et dans le cas de l'objet physique, on a un item ID, qui est un item ID, et on a un nombre, une quantité. Ça, au final, notre type produit, je le trouve un peu illisible comme ça, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des types juste pour ça. Donc là, on est sur un SAS product. Et là, on est sur un physical product. Et là, on voit... Pardon. Et là, on voit tout de suite que notre produit, il est beaucoup plus lisible. On a ce que je vous dis depuis le début, c'est qu'un produit, c'est soit un produit physique, soit un SAS. Et on va pouvoir typer un peu plus précisément ici, dire que ça retourne un SAS product. Pas du tout. Un physical product. Et au-dessus, un SAS product. Donc voilà, là, mon produit, moi, personnellement, il me plaît beaucoup plus. Il y a encore quelques petits trucs qui me dérangent un petit peu. Notamment la date de fin de souscription. J'ai vraiment mal à la gorge. Dans mon métier, je sais que l'heure, elle n'a pas d'importance pour la date de fin de souscription parce que ça n'a pas de sens en fait, d'arrêter le produit à 13 h en journée. En fait, la souscription, ça finit à la fin de la journée. Alors là, j'ai un date time, j'aurais pu utiliser un date JavaScript, le problème était le même. Ce qui ne permet pas, en fait, qui contient une heure et du coup, on peut avoir des trucs un peu bizarres comme des heures qui s'arrêtent à 13 h.
Et pour faire des opérations sur les dates et des comparaisons, ça va toujours créer des petits bugs. Pour ça, on peut utiliser une nouvelle API. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Temporal, mais c'est tout plein d'API qui permettent de gérer les dates bien mieux que ce que fait JavaScript jusque-là. C'est quasiment prêt. La spec, elle est très très mature. C'est pas directement utilisable comme ça, vous pouvez utiliser des polyfills. Et notamment, c'est ce que j'ai fait sur le projet. Et du coup, là, je vais utiliser quelque chose qui s'appelle le plain date. Donc, j'importe Temporal. Et le plain date qui vraiment est un objet qui est fait pour contenir une date. Donc, vous n'avez plus à vous soucier de l'heure. Toutes les opérations seront des opérations de date. Et comme je vous l'ai dit, j'utilise un polyfill. Donc voilà, on est plus précis. Et là, on a ce trimestre de facturation qui est une chaîne de caractères. Alors, c'est un truc un peu interne à la boîte. Par exemple, ça va être des trucs comme ça. Premier trimestre 2026. Ça, j'aimerais bien avoir un type pour le représenter, alors je vais en créer un. Donc pour l'instant, on va juste dire que c'est une chaîne de caractères, et on va y aller étape par étape. Déjà, comment est-ce qu'on pourrait représenter le trimestre? Ça, c'est le plus simple. On va juste dire que c'est soit Q1, et Copilot ne veut jamais me prendre de 4. Hop. Donc le quarter, c'est assez facile. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait faire une chaîne de caractères qui soit une année? Eh bien, on va y aller de façon un peu progressive, et on va d'abord créer un type qui représente un nombre. Et ensuite, ce qu'on va dire, c'est qu'on va créer un type année. Et ce type année, en fait, c'est une chaîne de caractères qui commence par 2, puisqu'on va rester en l'an 2000. Je pense qu'en l'an 3000, on ne sera plus là. Je pense quand même qu'en 2999, potentiellement, on sera là. Et on va dire que c'est un 2 suivi d'un nombre, donc un digit, le type qu'on vient de déclarer, et un autre, et un autre. Et là, je viens de créer un type qui représente toutes les années de 2000 à 2999. Ça, c'est ce qu'on appelle des template literal, des type template literal. Et ça nous permet de faire des trucs assez poussés. Et là, typiquement, je peux utiliser exactement la même chose pour dire que c'est un quarter, un tiret et une année. Et là, du coup, on a un type qui représente toutes les valeurs possibles de ma chaîne de caractères. Ce type de choses est beaucoup utilisé dans les frameworks de routing front, notamment, ou back, pour avoir des chaînes de caractères vérifiées. Pour extraire typiquement les paramètres de votre chaîne de caractères, enfin ce genre de truc. C'est vraiment très très puissant. On pourrait faire des trucs tout simples, par exemple faire un type rank pour un jeu de cartes, les couleurs possibles, et ensuite faire juste un type card et dire bah, c'est un rank et une color. Et du coup, si on regarde ce que ça génère, on se rend compte qu'on a tout notre jeu de 52 cartes représenté dans un type. Vous voyez qu'on peut aller assez loin que ce type d'outil. Ok, je pense que niveau produit, on est pas mal. On va passer au dernier objet qui est notre purchase request. Et donc, est-ce que quelqu'un a un mouchoir dans la salle? S'il vous plaît. Et donc, notre purchase request, on a donc des items qui sont des produits avec potentiellement des négociations. Merci. Hop. Je vais me mettre loin du micro. Donc, des items, un customer, un statut qui peut être soit en draft, soit envoyé, soit validé. Et si c'est validé, on a cette date de validation qui sera renseignée. Encore une fois, vous me connaissez, j'aime pas trop la primitive obsession. Donc on a soit un draft, soit ça a été envoyé, soit ça a été validé. Et j'aime pas trop avoir des trucs qui sont des fois là et des fois pas là, et c'est des logiques un peu bizarres. Donc ce qu'on va faire, c'est exactement comme tout à l'heure. Indiscriminated union. Et je vais le faire un peu plus rapidement. Donc en fonction du statut, on va avoir des choses un peu différentes. Donc dans le cas d'un draft, on n'a pas de date de validation évidemment. Dans le cas d'une purchase request seulement envoyée, on n'a pas de date de validation non plus.
Par contre, dès que c'est validé, on a une date de validation qui est obligatoire. En l'occurrence, je pense que l'heure est importante, donc je vais garder un date time, mais j'aurais aussi pu utiliser un plain date, si le business s'y prêtait. Ok, ici, on voit que ça me permet de corriger des erreurs. Donc voilà, je le repasse en draft. Par contre, là, il s'attend à un objet de type email, donc un email valide. Le problème, c'est que comme je viens de créer l'objet, je viens de créer un draft, j'ai peut-être pas d'email à donner. En fait, ici, pour moi, je n'ai pas vraiment un customer à cette étape-là, je suis en train de construire quelque chose. Donc ce que je vais faire, c'est juste prendre ce type et juste dire que à cet endroit-là, j'ai peut-être pas d'ID, j'ai peut-être pas d'email qui est tout à fait valide, et peut-être que j'ai même pas commencé à remplir mon customer. Peut-être qu'il n'existe pas à l'état de draft. Et du coup, ici, je peux juste le supprimer. Ce qui est un peu plus clair. Je vais séparer mes différents membres. Ici, je vais créer une draft purchase request. Ici, ça va devenir le sent purchase request. Et celui-là, ça va devenir le validated purchase request. Et là, encore une fois, on voit que le métier est beaucoup plus explicite. On a directement le workflow de notre purchase request qui est là. D'abord, c'est un draft, ensuite on l'envoie, et ensuite elle est validée. Ici, je vous ai remis la fonction qu'on avait tout à l'heure, qui permet d'envoyer un mail une fois qu'on a validé la purchase request. Alors rappelez-vous, cette première condition, on l'avait rendue inutile, grâce à l'objet, le value object email, mais il reste encore deux conditions sur lesquelles on peut se pencher. La première, c'est qu'on va vérifier qu'effectivement la purchase request a été validée. Ce sera un peu bête d'envoyer un email de validation pour quelque chose qui ne l'est pas vraiment. On se doute que ça a été vérifié avant d'appeler la fonction, mais en fait, on n'en est pas sûr. Encore une fois, c'est de la programmation défensive. Sauf que maintenant, on a une façon d'en être sûr. On a un type qui représente exactement notre purchase request validée. Donc au lieu d'attendre en argument une purchase request, on va demander explicitement à ce qu'elle soit validée. Et du coup, si on regarde ici le statut, il vaut forcément validé. Cette condition ne sert plus à rien. Et là, il y a une condition qui m'embête un peu plus. On vérifie que dans notre purchase request, on a au moins un élément, parce qu'effectivement, une demande d'achat pour rien du tout, c'est pas terrible. Ça ne sert pas à grand chose, et si en plus on envoie un mail au client, il va peut-être trouver qu'on le spamme un petit peu. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse représenter un tableau d'items qui soit pas vide. Et pour ça, on va y aller étape par étape. On va essayer de représenter un tableau qui n'est pas vide. On va appeler ça un non-empty number, par exemple, pour dire que c'est un tableau de nombres qui n'est pas vide. Je vais créer une variable ici, qui va être typée, comme ça on va pouvoir expérimenter un petit peu. Et je vais lui mettre un tableau vide justement, et je vais juste l'afficher pour que TypeScript nous laisse tranquille. Et là, ce qu'on voit, c'est quand le typeur en tableau de nombres, évidemment, il n'a pas de problème si le tableau est vide. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire pour le forcer à avoir au moins un élément dans ce tableau? Et bien en TypeScript, on peut indiquer qu'on a un tableau avec exactement n éléments. Ici, on est capable de dire, ce tableau, il contient un nombre. Là, j'ai un type qui représente un tableau d'un nombre. C'est très utile, hein. Du coup, on a une erreur. Et si je rajoute un élément, il va être content. Est-ce qu'on a réglé le problème? Non, parce que si je rajoute un deuxième élément, là, il n'est pas content. Donc du coup, je peux jouer un peu au chat et à la souris. Je peux lui dire, tiens, je vais rajouter un autre nombre. Là, il est content. Mais si j'enlève un nombre, il ne va pas être content. Donc comment on va faire? Ce qu'on va lui dire, c'est que c'est un tableau avec un nombre et potentiellement d'autres nombres derrière. Et comment on fait ça? On lui dit que le deuxième élément, c'est un tableau de nombres. Un tableau, ça peut contenir 0, 1, 2, 3, une infinité d'éléments. Et on va spread ce tableau pour dire, en fait, c'est un tableau qui contient un nombre et après, potentiellement d'autres nombres. Et là, on a représenté une liste non vide de nombres. Et cette fois, si je supprime, il me dit bien qu'il y a une erreur. Et par contre, je peux en rajouter autant que je veux. La dernière étape, c'est de rendre ça paramétrable. Donc on va mettre un paramètre de type ici. On va dire que c'est quelque chose de type T. Et on a au moins un élément de type T et potentiellement d'autres éléments de type T. OK. Du coup, hop, ici on peut dire que c'est un non-empty de number. Et tout marche bien. Plus qu'à l'utiliser. Donc en cas de draft, potentiellement on n'a pas encore rajouté d'éléments dedans. Donc il n'y a pas de souci à ce que ce soit un tableau.
Par contre, dès que c'est envoyé, pour moi, on est censé avoir au moins un élément dedans. Et dès que c'est validé, c'est pareil. Mais avant de le faire, je vais juste vous montrer ce que ça fait derrière. Donc là, si j'essaye d'accéder au premier élément, je mets ça dans une variable. Ici, on voit qu'il nous dit que c'est soit une purchase request item, soit c'est quelque chose d'undefined. Et dès le moment où on va le passer en unempty, qu'est-ce qu'il me fait? Je suis où? Je suis là. Dès le moment où on va le passer en unempty, pour dire que c'est un tableau non vide, là, on voit que cette fois, il est capable de se rendre compte qu'il y a forcément un élément dedans, et on peut accéder à l'index 0. Donc cette condition ne sert plus à rien. Hop, je vérifie juste combien de temps il me reste. On est pas mal, je pense. Et voilà donc comment on représente un tableau non vide d'éléments. Alors, je pense que j'ai oublié de passer quelques slides. Donc, la discriminated union, on l'a vu tout à l'heure. Je n'ai pas énoncé le terme, mais ça fait référence à ce qu'on appelle les types algébriques. En fait, un type algébrique, c'est la combinaison entre un type sum, c'est un nom un peu joli pour désigner les unions. On appelle ça type sum parce que les cardinalités s'additionnent. Là, quand je dis que c'est soit pique, cœur, trèfle ou carreau, en fait, c'est des cardinalités de 1 qui s'additionnent. Donc, on a 1 plus 1 plus 1, ça fait une cardinalité de 4. Au niveau de la valeur, il y a 13 valeurs possibles, donc c'est une cardinalité de 13. Les unions, c'est des types sum, ce qu'on va appeler des types sum. Et on a ce qu'on appelle un type produit. Donc là, par exemple, c'est les objets. Là, dans notre objet, on a 2 champs. Et ben, on va multiplier les cardinalités parce que les valeurs possibles, c'est la multiplication des valeurs possibles des deux. Enfin, la combinaison des valeurs possibles des deux. Donc là, par exemple, ces deux booléens, ils ont tous les deux des cardinalités de 2. Donc au final, on a 2 fois 2, 4 valeurs possibles dans notre type. Si on combine les types sum et les types produits comme on l'a fait, avec notre carte, en fait, c'est ce qu'on appelle un type algébrique. Là, on a 4 couleurs, on a 13 valeurs possibles, donc on a 13 fois 2, 52 cartes dans notre jeu. Et donc ça s'appelle des types algébriques. Ça, c'est les chaînes de caractères, ce que je vous disais, ça s'appelle les templates literal type, donc quand on a typé le trimestre de facturation. C'est beaucoup utilisé, comme je le disais, dans les différents frameworks de routing. Et on va pouvoir passer au dernier élément. Donc, c'est bien, on était assez contents. Et puis, en fait, on a commencé à avoir des clients, c'est bien au bout d'un moment. Et on s'est rendu compte que notre prix, qui était juste un number, c'était pas terrible, parce qu'en fait, les produits, ils étaient des fois en euros, des fois en dollars, des fois en autre chose. Et du coup, on a bien dû gérer un peu les currencies. Donc, on est parti de ce number et on a créé plutôt un type price qui contient une valeur et une currency. Comme ça, c'est plus simple, on peut gérer. Pour l'instant, on gère que l'euro et le dollar pour simplifier, mais je vous assure qu'on a très vite étendu cette union. Et on a une fonction qui nous permet de calculer le total du panier, enfin de la purchase request. Et on se contente d'additionner les prix avec un reduce. Et là, vous le voyez venir tout de suite, mais nous, on était fatigués, c'était vendredi soir. On se retrouve en fait à additionner des valeurs qui n'ont rien à voir ensemble. On se retrouve à additionner de l'euro avec du dollar, et forcément, les prix sont pas très bons. Comment est-ce qu'on aurait pu faire pour que ça puisse pas se produire? En fait, ce qu'on aimerait, c'est qu'on puisse pas additionner de l'euro avec du dollar. Et bien pour ça, on a mis un paramètre ici, sur notre prix, et on a dit que c'est un paramètre T qui est en currency. Donc ce que ça dit, c'est que notre prix, il est scopé à une currency en particulier. Du coup, ce paramètre T, on l'utilise ici pour dire que la currency, c'est T. Et du coup, on va devoir répercuter ce changement un peu partout. Donc là, je l'ajoute ici. Donc ce qu'il faut, c'est que je dise qu'on a pareil une variable T qui est en currency. Et en dessous, on va faire pareil. Donc on a un price de T, un autre price de T, et on retourne un price de T. Et en fait, ce qui vient de se passer ici, c'est très important, c'est qu'on vient de dire que A et B, ils dépendent du même type de prix, parce qu'on a une seule variable T. Donc en fait, on va pouvoir additionner que des prix qui correspondent. On va pouvoir additionner que de l'euro avec de l'euro, du dollar avec du dollar. Et ça, on l'a mis dans le système de type. Et tout de suite, on a une erreur ici. D'ailleurs, ici, c'est pas T, je me suis un peu trompé. Ici, c'est currency tout court, parce qu'en fait, on peut avoir plusieurs valeurs différentes. Et par contre, on va prendre une currency qui sera de type T. Et ce qu'on va retourner, c'est quelque chose de type la currency.
Et du coup, là, ce qu'on doit faire, c'est convertir nos prix. Et lui dire, j'aimerais que ça se convertisse dans la currency désignée. Et là, cette fois, il est content, tout va bien, parce qu'on convertit le prix dans la bonne currency avant de faire les additions. Donc voilà, encore une fois. Ça, je vous déconseille de le faire vous-même. Il y a des libres qui le font très bien. J'ai plus les noms, je crois que c'est quelque chose comme Money.js ou... peut-être pas JS, du coup TS. Mais il y a des livres qui le font très bien et qui gèrent toutes les currencies pour vous. Donc c'est vraiment, vraiment cool avec plein d'utilitaires. Alors, si on revient un peu... Je regarde combien de temps il me reste. Si on revient un peu sur ce qu'on a fait, notre type customer, on l'a un peu amélioré. On a mis un customer ID. Je ne l'ai pas fait avec vous, mais le but, c'est d'avoir tous les ID qui sont des types brandés. On a mis un value object pour notre email. On a laissé l'adresse, on aurait pu la typer un peu plus. C'est pas très grave. Notre type négociation, on a explicité les différentes valeurs possibles. Notre type produit, on l'a carrément splitté en deux types différents, SaaS product et physical product, ce qui correspond vraiment au métier. C'est important pour le métier, donc on en a fait un type. Et dedans, on a vraiment spécialisé les détails, notamment, avec les SaaS ID. Et puis surtout, on a réglé plusieurs bugs possibles sur les dates avec la date de souscription, en mettant un type qui était un peu plus précis. Le billing quarter, on l'a typé, là c'était un peu plus pour l'exercice, je pense qu'il y a peu de valeur métier à l'avoir vraiment typé comme ça, mais il y a plein d'autres cas d'utilisation. Notre produit physique, pareil, on l'a typé un peu plus, rien de spécial, et puis on a utilisé les types brandés pour les ID aussi. Et notre purchase request, on a fait apparaître vraiment le workflow, on a un draft, ensuite on envoie la purchase request et finalement on la valide. Et puis ça a permis de rendre le draft un peu plus précis, notamment en disant qu'on n'avait pas forcément de clients à cette étape, que peut-être qu'on n'avait pas d'item. Par contre, dès que c'est validé ou dès que c'est envoyé, on a forcément des items dedans, on a un customer qui est valide et on a une date de validation dans le dernier cas. On a fini avec les currency en se disant j'aimerais bien pas pouvoir additionner de l'euro avec du dollar, ça serait un peu bête. Et pour ça, on a utilisé tous ces outils, donc les unions explicites, plutôt que d'avoir des types primitifs, ce qui nous permet de lutter contre la primitive obsession. Les value objects, les types brandés, les types algébriques, c'est ce que je vous disais, le fait d'avoir des types sum et des types union. Ça permet vraiment de jouer avec les cardinalités. Donc dès que vous avez besoin de réfléchir et vous dire est-ce que je représente le bon nombre de valeurs, réfléchissez avec des types algébriques. Les templates literal types, donc ça c'est ce qu'on a vu pour les quarters. Et voilà, donc ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que si c'est important pour votre métier, faites-en un type. Clairement, dans votre code, ça sera plus clair. Ça va rapporter le métier dans votre code. Et ça évitera de la charge cognitive en se demandant quelles sont les valeurs possibles. Mais c'est un peu à contrebalancer entre pénibilité à l'utilisation et sécurité. Typiquement, j'étais sur un projet où on avait plein de produits et plein de sous-produits. On avait vraiment typé chaque produit et chaque sous-produit à fond. Et en fait, ça nous embêtait plus qu'autre chose quand on manipulait les objets, avec une sécurité qui était pas... Enfin, qui était accrue, mais en fait, on n'avait pas de problème là-dessus. Donc voilà, toujours à faire un peu le pendant entre les deux. Typiquement, le billing quarter, je pense qu'il y a peu d'intérêt de le typer. Je vous remercie. Quelques liens pour finir. Alors, Making Impossible States Impossible, c'est toute cette réflexion sur comment faire en sorte que ces types ne permettent pas de représenter des états invalides dans votre application. C'est fait par Richard Feldman et c'est en Helm, mais ça n'empêche pas de suivre le talk, si vous ne connaissez pas le langage. Fear Trust and JavaScript, qui parle de toutes les incertitudes qu'on a et toute la charge cognitive qui va avec en JavaScript. Ça fait toujours du bien de taper sur JavaScript, mais quand c'est bien fait, c'est mieux. Donc, allez lire, il est vraiment bien. Designing with Type, c'est toute une série d'articles par Mark Seaman, qui est excellente pour voir comment concevoir ces types de façon vraiment à représenter le métier et avoir toutes les contraintes qu'on a dedans. Et Parse Don't Validate, c'est un peu ce qu'on a fait avec l'email. C'est cette idée que quand on valide une propriété sur quelque chose, plutôt que de juste on a validé, c'est bon, par exemple, on a validé que l'email est valide, on va enrichir le type de l'objet pour refléter ce qu'on a validé. Donc là, typiquement, quand on part d'une chaîne de caractères et qu'on valide que c'est un email, on retourne un objet email. On a enrichi le type pour qu'il porte cette contrainte. Voilà, c'est un peu tout ça, et il y a plein d'exemples vraiment très bien. N'hésitez pas à laisser un retour sur Open Feedback, c'est là que vous emmène le QR code, et le lien des slides est en dessous pour les différents liens. Merci encore.
Et on a 5 minutes pour les questions, si vous voulez. S'il y a des questions. Oui. Ouais, alors l'email, c'est que tu peux valider qu'un certain... Ah oui, pardon, je répète la question. Donc la question, c'est est-ce que les templates literal types, j'aurais pu les utiliser pour d'autres choses comme les ID ou les emails, pour valider l'email par exemple. J'aurais pu, mais par exemple l'email, je ne vais pas pouvoir valider grand chose au final. Je vais pouvoir vérifier qu'il y a un arrobas, je vais pouvoir vérifier qu'il y a un point, qu'il n'y a pas d'espace. Mais en fait, on est un peu limité et je pense qu'il vaut mieux le valider avec l'expression du langage et des libs qui sont faites pour ça dans le constructeur. Pour moi, c'est plus pratique. Pour l'UID, c'est pareil. En fait, j'ai pas vraiment besoin de valider que c'est un UID, puisque ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rendu un peu opaque. J'ai un seul endroit qui me permet de le générer, donc je fais confiance pour que je le génère qu'à cet endroit avec ma generate product ID. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, après, là, c'est parce qu'on avait des valeurs générées par nous. On n'a pas de valeur externe. Moi, j'utilise beaucoup, par exemple, Zod. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une librairie vraiment de parsing, justement, on parlait de parsing, qui permet de valider tout ce que vous recevez. Par exemple, le JSON que vous recevez de vos API ou les trucs comme ça, vous allez valider vraiment ce qu'il y a dedans. Et là, on est complètement là-dedans. Il y avait une autre question ? Alors la question c'est est-ce que je fais la validation vraiment dans le cœur métier, dans le domaine métier, ou est-ce que je la fais aux frontières de l'application ? Moi au maximum je vais le faire aux frontières de l'application. Si dans mon cœur métier je peux avoir de la donnée qui est tout le temps sûre et tout le temps vérifiée, je vais le faire. Donc j'utilise beaucoup Zod, clairement partout, et puis plein de vérifications autres à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 2 petites minutes. Oui. J'aurais pu utiliser des... Alors, la question, c'est quand j'ai fait des unions au niveau des types, par exemple, pour dire c'était un SaaS ou un produit physique, j'aurais pu utiliser des enums. Globalement, je trouve que les enums sont un peu moins pratiques, dans le sens où ils ont des avantages et des inconvénients. Le gros avantage pour moi, c'est que c'est facile d'avoir l'ensemble des valeurs, de récupérer l'ensemble des valeurs de ton enum. Par contre, il y a plein d'autres inconvénients, et notamment avec Zod que j'utilise. Il y a des trucs un peu bizarres sur les inférences avec les enums. Mais en soi, tu aurais pu l'utiliser, oui, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est quasiment pareil, et les petites différences ne sont pas non plus rédhibitoires. Encore peut-être une dernière question, s'il y en a une. Bon, bah merci beaucoup.